bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Liberté Plus Mag. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Grace Mwanza. Il est vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS section Matete. Bonjour M. Grace. Bonjour Ndeko Hervé Moulin. Est-ce qu'elle a présenté ou bien? Très très bien. Vous avez M. Robaksa par rapport à la présentation? Je suis le vice-président de la Ligue des jeunes section Matete. Section Matete fait partie de la fédération de Moamba et président aussi de plusieurs associations. Déjà à ce niveau-là, Boni Ligue des jeunes. Oui, la Ligue des jeunes se porte à merveille. Nous sommes aux aguets et cela se prouve par le niveau du leadership aujourd'hui de la Ligue des jeunes au sein du parti. Comment est géré aujourd'hui les départements de la jeunesse de l'UDPS? Merci beaucoup pour la question. Certes, la Ligue des jeunes au départ avait un président à la tête avec ce vice-président. En 2019, après la nomination du président Yves Boukoulou en tant que ministre du Tourisme, cela lui a empêché de continuer d'assumer son poste au sein du parti. Il y a un présidium qui est resté, qui gérait la situation de la Ligue des jeunes. Et à ce jour, parmi le vice-président qui compose le présidium de la Ligue des jeunes, et le leadership efficace et les initiatives du président Amis Makutano l'a automatiquement placé à la tête et tous les jeunes le réclament. Tous les jeunes sont d'accord avec son leadership qui fait l'unanimité aujourd'hui, qui lui donne le quintus d'engager aujourd'hui la Ligue des jeunes de l'UDPS sur ce qui est dit. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il fallait en principe nommer un autre président lorsque le président Yves Boukoulou a été nommé au gouvernement? Oui, cette question devait se régler, mais qui nomme le président de la Ligue des jeunes? C'est le président du parti. Et à ce niveau, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, le président de notre parti était empêché parce qu'il est devenu président de la République. Et aujourd'hui, on a le secrétaire général qui chapeaute le leadership ou la hiérarchie du parti, dont les statuts ne lui donnent pas les quintus de nommer. Et durant cette période, on ne peut pas être là en dysfonctionnement sans pour autant fonctionner. Voilà pourquoi la situation nous amène dans une circonstance pareille. Quelle opinion retiennent quoi en quelques mots? Cette opinion doit retenir aujourd'hui concernant la gestion de... Concernant la gestion de la Ligue des jeunes, que c'est le président Amis Makutano qui chapeaute la Ligue des jeunes, l'UDPS. Alors, le pays est en train de mettre en place de nouvelles institutions après le deuxième mandat, l'optation du deuxième mandat par le président Tshisekedi. Vous, la jeunesse, particulièrement en ce qui concerne le gouvernement, comment vous vous préparez? Certes, la jeunesse, nous avons d'abord eu à constater la gestion de notre premier mandat. Le président de la République, dans sa gestion, a eu à connaître beaucoup de problèmes durant son premier mandat. Et aujourd'hui, on doit les reconnaître. L'UDPS a eu à réussir son mandat, mais l'UDPS n'a pas eu à distinguer dans son mandat. Réussir et non distinguer? Non distinguer. Distinguer en termes de pourcentage. L'UDPS n'a pas atteint 70% de réussite dans son premier mandat. Voilà pourquoi lors de l'investiture du président de la République, le 20 janvier, au stade de Marty, il a bien dit que cette fois-ci, nous allons faire en sorte que nous puissions éviter les erreurs du passé. Et il a aussi donné les 6 axes de sa conduite de ce deuxième mandat et les 3 priorités pour ce deuxième mandat. Et nous, la jeunesse de notre côté, et étant une jeunesse aujourd'hui active, une jeunesse bien réfléchie, nous sommes dans le labo en train de réfléchir comment aider les chefs de l'État dans sa réussite dans les 6 axes. Vous allez l'aider si vous accédez aux institutions? Oui, nous allons l'aider non seulement si nous accédons dans les institutions, parce qu'aujourd'hui nous devons reconnaître que l'UDPS est un parti de masse. La majorité des membres de l'UDPS, ce sont les jeunes. Ce n'est pas tout le jeune qui va accéder dans les institutions. Là, on doit les reconnaître. Parce que le chef de l'État, dans son premier axe, il a dit qu'il doit créer de l'emploi et accélérer la promotion de l'entrepreneuriat.
Et l'IDPS, la jeunesse de l'IDPS réfléchit dans cet axe-là. Comment faire en sorte que la jeunesse congolaise aujourd'hui, à ce jour, puisse avoir de l'emploi et que l'entrepreneuriat soit promis. Parce que tous les jeunes ne peuvent pas occuper les institutions de l'État. Et on ne devient jamais riche par les salaires, mais on devient riche à travers l'entrepreneuriat. Ce sont des réflexions, des éthiques que nous faisons dans différentes structures de la Ligue des jeunes. Parce que, hormis l'exécutif de la Ligue des jeunes, il y a les fédérations. Et ici à Kinshasa, il y a 4 fédérations, dont chaque district représente une fédération. Et nous, au Moamba, à la tête avec notre président fédéral, Boni Kalunga, on réfléchit en interne. Quelles sont nos contributions par rapport aux axes que le chef de l'État s'est fixé comme 6 axes et les 3 priorités? Qu'est-ce que nous devons contribuer pour que ce deuxième mandat soit une réussite? Parce que ce deuxième mandat, on doit le dire, c'est un mandat de 5 ans, mais notre élite de 37 ans est mise en jeu dans ce combat. Donc c'est un mandat qui est très décisif pour nous, on ne doit pas les rater. Alors comment faire pour ne pas les rater? Comment faire pour ne pas les rater? Vous savez au moins ce que demande le peuple. Que demande le peuple? Nous le savons, le peuple veut être satisfait par rapport aux problèmes qu'il a eu à connaître. Aujourd'hui, nous avons passé 37 ans de lutte. Nous avons géré pendant 5 ans et nous avons ce deuxième mandat qui fera 10 ans. D'abord pour les 2 mandats. Le peuple a souffert pendant longtemps. Et certes, nous devons le reconnaître que la souffrance a duré pendant longtemps. Et cette souffrance-là ne peut pas totalement être résolue pendant ces 5 ans ou bien pendant ces 10 ans. Parce que nous le savons bien, comme on le dit en français, que c'est toujours difficile à construire et facile à détruire. Lorsqu'on a eu à détruire pendant un moment, on ne veut pas se dire que non, pendant ces petits moments, on aura à tout reconstruire et à tout améliorer. Il y a des choses que nous devons faire. Mais les axes que le chef de l'État a eu à énumérer, ce sont les axes qui sont très importants, dont nous, l'IDPS, à travers notre gouvernement du parti, à commencer d'abord par la haute hiérarchie qui est chapeautée aujourd'hui par le secrétaire général Augustin Kabouya, l'exécutif du parti en général qui est composé dans le même contexte que le gouvernement qui gère la République. Chaque département au sein du parti doit commencer déjà à réfléchir, à faire ce travail-là en amont, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, dans ce deuxième mandat, qu'est-ce que nous devons faire parce que notre survie politique est mise en jeu. Est-ce qu'ils le font? Oui, je suis sûr et certain qu'ils le feront. Et nous sommes dans l'obligation de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est que nous cherchons notre mort politique. Nous cherchons que la population congolaise aujourd'hui ne nous fasse plus confiance. Si aujourd'hui la population congolaise n'essaye plus de faire confiance à l'IDPS, il fera confiance à quel parti aujourd'hui? Parce que ce que nous avons l'IDPS, ce n'est pas ce que tous les partis en ont. Aujourd'hui, l'IDPS, nous avons la capacité même de dénoncer ceux qui sont les nôtres lorsqu'ils sont dans le mal. Parce que dans l'article 10 de notre statut qui décrit les objectifs du parti, qui est notre canevas, qui est le canevas du système tshisekidiste, nous démontre que nous devons instaurer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et toutes sortes de antivaleurs. Et c'est parmi les éléments qui composent nos canevas. On doit voir dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, la corruption même et les détournements pendant notre gestion n'a pas pris fin. Et nous devons réfléchir, voir comment mettre fin à cela. Même si aujourd'hui on reconnaît qu'il y a plusieurs brebis égarées. On doit le dire, il y a des brebis égarées qui sont allées au nom de l'IDPS au lieu de combattre les systèmes que nous avons eu à combattre pendant 37 ans de lutte. Ils se sont adaptés au système que nous avons combattu et ils ont même empiré le système. Là, on ne doit pas être d'accord avec cela. Si aujourd'hui l'IDPS connaît beaucoup de problèmes, c'est nous, la jeunesse, qui serons perdants. Et cette jeunesse-là, c'est une jeunesse éveillée qui dit non à cela. Alors, vous avez dit ici que vous allez mener une lutte acharnée contre la corruption, les antivaleurs, mais vous avez quand même en même temps le devoir de gérer les états d'âme de vos alliés naturels qui sont dans l'union sacrée. Comment vous allez y parvenir? Certes, nous devons reconnaître d'abord l'union sacrée. C'est une plateforme politique créée personnellement par le chef de l'État. Et c'est tout à fait normal. Dans toute structure, dans toute organisation, il y a l'esprit du créateur qui règne. Nos partenaires doivent comprendre qu'ils sont venus à l'union sacrée pour s'adapter
à l'esprit qui doit régner, à l'esprit de l'initiateur. Il ne doit pas amener leur esprit des antivaleurs dans les systèmes qu'ils n'ont pas créés. Il ne doit pas venir doper les systèmes, mais il doit venir pour apporter leur contribution par rapport à la ligne de conduite, à la bonne ligne de conduite qui a donné l'initiateur du système. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire, nous on a eu à combattre les favoritismes, les antivaleurs et tout, et nos partenaires veulent amener ces systèmes que nous avons combattus au sein de l'Union sacrée, et nous les DPS, on doit l'accepter parce qu'ils sont partenaires. Là, non. Là, on ne peut pas l'accepter, pas même ce que les Sphinx nous a dit. Est-ce que ces partenaires aident vraiment le président de la République? On ne peut pas lui répondre directement qu'ils aident ou qu'ils n'aident pas, mais on va savoir si certains aident ou d'autres ne l'aident pas par rapport à ces actes. Lorsque la parole n'est pas liée à la réalité, c'est là qui va nous permettre à détecter. Et c'est là, nous, l'IDPS, qu'on doit voir en interne. Aujourd'hui, vous allez voir, le présidium de l'Union sacrée a eu à présenter la composante du ticket au bureau de l'Assemblée nationale. Et il y a eu la clameur publique. C'était plus du favoritisme. Aujourd'hui, on peut tout dire, même l'IDPS, vous êtes dans le présidium, oui. Le présidium est composé de 5 membres. Et l'IDPS a une seule voix qui est du secrétaire général dans le présidium. Et au nom de la démocratie, lorsque la majorité est supérieure à la minorité, en tant que démocrate, on accepte. Parce que l'IDPS est un parti démocratique. Mais la clameur publique, les combattants ou l'IDPS, les combattants qui ont demandé même aujourd'hui à notre président de la République au complot de Genève de retirer sa signature, ce sont les mêmes combattants. Ce sont les mêmes combattants avec la population qui ont décrié ces favoritismes-là. Aujourd'hui, vous allez voir ça produit de fruits. Et Bahati, le président Bahati, le président de l'AFDC, a substitué leur candidat, son fils Serge Bahati, à une dame Polipoli. Je ne sais pas si j'ai bien cité le nom. Si, je vois bien. Une dame Polipoli. Et cette clameur publique, moi, à mon avis, je vois, ça ressemble à la loi Tchani, qui n'a pas été votée, mais qui a été appliquée aux urnes. Aujourd'hui, même cette institution-là, pourquoi faire cette institution à ce moment? Et cette institution-là de cette dame, quelles sont les conditions qu'on a eu à donner à cette dame-là pour occuper ce poste-là? Parce qu'en amont, elle n'était pas choisie, c'est en aval, après qu'il y ait clameur publique, cette dame a eu à être choisie. Avec quel soubassement? Et je pense les députés nationaux qui sont à l'Assemblée nationale, qui représentent la population congolaise dans l'ensemble du territoire national, je pense qu'ils ne vont pas voter même pour cette dame. Ah, cela ne vous engage que vous, hein? Oui, c'est ça mon avis. Alors, Romain, dans ces bureaux-là, l'IDPS AGT sont dévolus sur le professeur Chilumbaï, Jean-Claude. Votre avis à ce sujet? Ouais, pour moi, c'est un bon choix. C'est un combattant, c'est un ancien combattant, c'est un député national. Il a fait preuve de sa fidélité, même pendant plusieurs périodes de turbulence qu'on a eu à connaître dans le parti. Il a été là, il a été fidèle, et tout dans le parti. Et aujourd'hui, il a travaillé aussi, il a démontré sa force dans notre commission électorale permanente du parti. Et aujourd'hui, on l'a eu à choisi comme notre représentant, comme vice-président à l'Assemblée nationale. Nous soutenons ce ticket-là. Et ce que nous allons lui demander aujourd'hui, qu'il doit savoir qu'il est là pour le parti. Et il doit juste respecter le fonctionnement de notre système tshisekédiste. C'est quoi ce système? Le système tshisekédiste, c'est un système qui lutte contre les antivaleurs. Okay. C'est un système qui veut de l'instauration, de la conduite des affaires publiques de l'État pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est un système qui ne veut pas de la corruption, du favoritisme. C'est un système qui décrit le peuple d'abord. Alors, ce deuxième mandat aura beaucoup d'enjeux de taille, vous le savez bien, mais qu'est-ce que vous attendez du nouveau Parlement? Je parle du Sénat et de l'Assemblée nationale. Moi, ce que j'attends personnellement des deux chambres du Parlement, personnellement, de voter des lois pour l'intérêt supérieur de la nation, que les lois ne soient pas seulement des lois politiques,
ou à leur profit, la population qui les a votés, ils attendent quelque chose d'eux. Et la sanction électorale qu'a subi leurs prédécesseurs en cette assemblée-là doivent leur servir de leçons. Et ils sont là, pas pour eux, mais ils sont là pour la population. Ils doivent prendre les 6 axes du chef de l'État, les mettre en exergue pour l'avancement du pays. Une femme à la tête du gouvernement, votre avis également à ce sujet? Certes, je félicite personnellement le chef de l'État qui a encore prouvé qu'il est le chef de la masculinité positive. Il a fait confiance à une femme pour une première fois. Mais moi, je ne vois pas seulement une femme, mais je vois la compétence au féminin. Et son Excellence, Madame la Première ministre Judith Tuluka, doit savoir que le pays a plusieurs défis à relever. On attend beaucoup d'elle et dans ce deuxième mandat, nous les combattants, on sera très exigeants parce que notre ligue des transitants est mise en jeu. Alors, nous avons également un nouveau gouverneur. Vous avez quand même apprécié son prédécesseur, la gestion de Ngobila? Je vais dire un mot. D'abord, par rapport à la gestion de ses prédécesseurs, il doit comprendre, d'abord commençons par Kimbuta, le gouverneur Kimbuta, qui a eu à gérer notre ville depuis 2006. Et il est de la même famille politique que le gouverneur sortant aujourd'hui Ngobila. Ils sont d'une même école politique. Et Kimbuta a géré cette ville. Nous ne savons comment il l'a géré. À un certain moment donné, il a même eu à maudire ce pays, qui est beaucoup ébongaté, parce qu'il a eu à mal exécuter certaines tâches. À quelque part, il il a été substitué, remplacé par Ngobila. Ngobila décrit une gestion aléatoire, une gestion sans rigueur, si je peux le dire. Et vous imaginez que la ville-province de Kinshasa a eu à financer une route transcommunale, la route de Lenguesa, de 6 km 700 à 24 millions de dollars. Or, il est connu mondialement qu'un kilomètre, c'est 1 million de dollars. Et il a eu à défendre ses priorités de cette route-là dans une émission sur Top Congo. Et on a eu à comprendre que parce que ses intérêts étaient cachés là-dessus, qu'il a eu à prioriser ça. Or, la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs routes impraticables. Vous le savez, vous êtes véhiculé, Ndeko Hervé Moulumba. Vous savez la souffrance que subit la population aujourd'hui. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Ngobila, a eu même à endetter chez des changeurs de l'argent pour la ville de Kinshasa, dont l'intérêt est négocié par lui-même. Une gestion opaque. Et c'est de cette ville-là que va hériter notre nouveau gouverneur, le gouverneur Daniel Bumba que nous soutenons. Aujourd'hui, M. Daniel Bumba, son Excellence le gouverneur, doit comprendre que pour la première fois, la ville de Kinshasa est gérée par un fils maison de l'UDPS et c'est lui. Et la première impression reste. Et cette première impression, ce goût de cette première impression doit être donné par lui, le premier gouverneur de la ville de Kinshasa issu de l'UDPS. Cette ville qui a beaucoup de problèmes, il y a les embouteillages, il y a l'insécurité, il y a la difficulté des transports, il y a l'accès à l'électricité, à l'eau potable et tout. Il y a plusieurs. Et ce sont des problèmes qui lui doit faire face pour relever les défis. Aujourd'hui, la population congolaise a besoin d'un ouf de soulagement. Et nous croyons aujourd'hui que ce ouf de soulagement doit venir de lui.
Le gouverneur Ngobila avait créé une association de députés provinciaux qui devait chanter pour lui, pour qu'il puisse gérer d'une manière aléatoire. Mais lui, un digne fils de l'IDPS, un Tshisekediste, il ne doit pas avoir besoin de ça pour bien gérer. Là où il n'y a pas de rigueur, il n'y a rien de bon qui peut sortir. C'est ce que le gouverneur doit se mettre en tête. Les députés provinciaux de Kinshasa doivent faire leur travail. Et lui, à son tour, doit aussi faire son travail. Parce que nous, à l'IDPS, être cadre, c'est une charge et non un privilège. C'est ce qu'il doit mettre en tête. Et il doit d'abord, dès l'entrée des jeux, se mettre en tête que la ville province de Kinshasa doit subir le principe de continuité de l'État. Il doit d'abord commencer par nous faire l'état des lieux. Qu'est-ce que le gouverneur Ngobila y a fait? Il est allé voir, le gouverneur Daniel Bumba est allé voir l'inspecteur de l'IGF, l'inspecteur général de l'IGF. Vous pensez que c'est une bonne démarche? Oui, c'est une bonne démarche. Du point de vue financier, on doit faire la lecture sur ce qui a été dépensé. Parce que l'inspecteur Gilles Anigueti, que je salue en passant, qui fait jusqu'à présent bien son travail, il a instauré un système de contrôle concomitant. Lui-même, il appelle ton pied, mon pied. Donc, c'est de cette manière-là qu'il va lui aider, du point de vue financier, à bien gérer les ressources de la ville pour que le budget de la ville soit costaud pour faire face aux plus grands défis que la ville connaît. Au cas où il sollicitait le contrôle avant son entrée en fonction, le contrôle de l'IGF, et qu'on découvrait qu'il y a eu effectivement des détournements, tout ça, vous pensez que pour ces cas-là, son prédécesseur peut être aussi traduit en justice? La justice doit faire son travail et je pense, malgré tout, la CENI avait publié le gouverneur parmi la liste des tricheurs aux élections à la députation législative nationale. Aujourd'hui, il a vite couru, je ne sais pas quelle est la décision, parce que même le chef de l'État... Il est sénateur, vous serez bloqué. Oui, le chef de l'État reconnaît même la justice est malade. Voilà pourquoi, tricheur aux législatives nationales, il est allé postuler comme sénateur et aujourd'hui sénateur. C'est pourquoi? C'est pour être protégé des immunités. Puisqu'on on se retrouverait même dans le même cas qu'on a vu avec les sénateurs Matata Pogno. Oui. Où on cherchait s'il faut le poursuivre en tant qu'ancien Premier ministre ou actuel sénateur. Mais c'est ce que je vous ai dit, qu'ils sont ici de la même école. Voilà pourquoi ils ont la même méthode d'agir. Ils sont ici d'une même école. Voilà pourquoi, par conséquent, leur doctrine leur permet d'agir de cette même manière. Mais la justice doit faire son travail et le gouverneur Daniel Bumba doit d'abord faire un état des lieux. Sur d'abord, il y a eu des opérations que le gouverneur a lancées, le gouverneur passé, il y a eu Kimbo Peto qui a été substitué par l'opération coup de poing, dont dans les objectifs coïncident, et certains objectifs ont coïncidé. Et moi je trouve, vu qu'il a eu à connaître l'échec sur son opération Kimbo Peto, il a eu à substituer par l'opération coup de poing pour toujours bouger le budget de la ville, province de Kinshasa, pour ses propres intérêts mesquins, dont la population chinoise n'a pas bénéficié de cela. Et le gouverneur Bumba doit voir si c'était un bon projet. Parce que le projet, dans cette description, je ne pense pas que le projet a été mauvais, peut-être dans son exécution qui a été mauvaise, les exécutants ont mal exécuté le projet. Il doit voir si c'est un bon projet, continuer le projet. Et lui, je vis d'entrer déjà avec ces 7 axes qu'il a énumérés pour sortir la ville de ses problèmes. Il a eu un slogan Kin Ezobunga, voir comment faire la symbiose, harmoniser les deux pour que la population chinoise trouve un ouf de soulagement par sa gestion. On ne peut pas quand même conclure cette émission sans parler de la situation qui prévaut à l'est du pays. Pour vous, c'est quoi la meilleure formule pour mettre fin finalement à cette guerre qui a perduré? Et il y a même Bunagana qui est actuellement sous le contrôle et plusieurs autres contrées qui sont sous contrôle
de la coalition M23 AFC, c'est quoi la meilleure formule? Pour moi, ce que je dois vous dire d'abord, il y a Frantz Fanon qui dit dans son livre « Le drame de la terre » que le grand succès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains eux-mêmes. Et c'est que le problème que nous connaissons aujourd'hui, il y a une grande infiltration au sein d'abord de notre armée et au sein de nos institutions politiques congolaises. Et vous allez reconnaître que le président sortant et l'actuel président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale a décrié haut et fort à ses collègues du législatif passé, chers collègues, veuillez quitter le groupe armé. Il y a une grande infiltration dans nos institutions. Il y a des Congolais qui trouvent bien, qui trouvent bénéfice à cette guerre qui permet de freiner même l'exécution de plusieurs actions du chef de l'État pour mettre fin à cette guerre. Mais d'emblée, moi je félicite cette loi qui a été soutenue pour la fameuse loi que le ministre de la Justice a soutenue concernant quoi? Les peine de mort. Oui, c'est concernant la peine de mort. Voilà. C'est une bonne loi qui doit réellement être exécutée. Et je pense que le ministère de la Justice doit nous faire comprendre, ou le pouvoir judiciaire doit nous faire comprendre que réellement, même si elle a été reconnue par le président de la République, qui est le garant de bon fonctionnement de toute l'institution, comme une justice malade, elle doit quand même prouver qu'elle peut devenir convalescente. Vous déplorez le fait qu'on n'ait pas jusque-là lancé, par exemple, un mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa, par exemple. Corneille Nangaa, je pense, c'est quelqu'un qui a été utilisé. Et Corneille Nangaa, c'est la forme, la forme de ce mouvement rebelle, mais le fond de ce mouvement rebelle n'est pas Corneille Nangaa. La loi, c'est la peine de mort doit être appliquée. Et comme le chef de l'État l'a promis dès son entrée en fonction en 2019, qu'il est prêt à donner. Ça fait pour que la paix redevienne à l'Est. On le voit, cette pression, on le vit. Il est partout. Parce que cette guerre est d'un côté d'abord purement diplomatique. Il marche, il n'est pas là dans une position inerte, mais il est là dans une position dynamique pour faire tout. Il est prêt même à être humilié pour que la paix redevienne dans la partie est de notre pays. Et je pense que cette démarche, dans ce deuxième mandat, comme le chef de l'État l'a si bien dit, qu'il doit éviter les erreurs, que nous devons éviter les erreurs du passé. La population congolaise dans son ensemble, nos deux chambres du Parlement et les gouvernements qui seront bientôt mis en place, ensemble comme toute une nation, on doit faire preuve d'une cohésion nationale et accompagner les chefs de l'État dans les décisions qu'il va prendre pour mettre fin à cette guerre de l'Est. Parce que je le sais, même la Bible le dit, que les institutions que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Cette guerre n'est pas une guerre perpétuelle, elle va prendre fin. Un mot sur la gestion du parti sous le secrétaire général Augustin Kabouya. Oui, certes, aujourd'hui, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a commencé à chapeauter les partis comme le numéro 1 à partir du 29 janvier 2022, après la décision du Convention démocratique du parti. Et après plusieurs bavures, après l'état qu'il a trouvé le parti, en tant qu'un homme, il essaye de se battre pour améliorer plusieurs axes au sein du parti. Et nous voyons les améliorations dans certains axes, mais cela n'est pas encore fini. C'est que nous allons lui demander personnellement, en tant que le numéro 1, en tant que le père du parti au pouvoir aujourd'hui, d'augmenter la rigueur sur des personnes que l'UDPS désigne pour aller représenter dans les institutions. Ces personnes ne doivent pas se comporter comme des poissons dans l'eau, comme ils sont libres.
ils sont allés pour représenter les partis. Et la ligne de conduite du parti est donnée. Nous, les partis, nous avons notre système que nous sommes dit que nous allons installer. Et nous envoyons les animateurs dans des institutions pour ne pas aller s'adapter dans le système que nous avons combattu. Mais ils sont là pour aller installer notre nouveau système. Cette ligne de conduite-là doit être donnée. Et celui qui n'est pas prêt, qui n'est pas capable, qui a seulement bien assimilé notre doctrine en théorie et qu'en pratique, il est incapable de ne pas l'exécuter, il doit être mis de côté. Aujourd'hui, certes, nous devons les reconnaître, nous sommes les partis qui a le plus adhéré de membres dans notre gestion au pouvoir. Et beaucoup de membres qui arrivent qui ne maîtrisent pas encore l'idéologie du parti. Et moi, j'ose croire qu'il est le moment pour le secrétaire général du parti d'alimenter l'école du parti. L'école du parti qui doit enseigner l'idéologie aux nouveaux adhérents. Parce que les nouveaux adhérents ne doivent pas venir au sein du parti avec leur idéologie, venant peut-être de la maison ou bien des partis qu'ils ont eu à quitter pour venir au l'UDPS. Ils ne doivent pas venir nous donner leur ligne de conduite, mais ils doivent s'adapter à la ligne de conduite de l'UDPS qui est liée aux valeurs. Et au sein de l'UDPS, nous prenons rien que les valeurs. Et les anti-valeurs, ce n'est pas notre méthode de gestion. Merci beaucoup, M. Grasse. Le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission. Est-ce qu'il y a une préoccupation que nous n'avons pas posée comme question, mais vous avez ça à cœur, si vous pouvez vous exprimer? Oui, je vais d'abord parler sur mon ambition personnelle. Certes, aujourd'hui, il y a eu une commission qui a été mise dans le parti pour gérer la gestion des ambitions. Et j'ai eu à déposer mon ambition personnelle qui est en ce moment d'être affecté comme un conseiller dans un cabinet ministère national. Sachant que le cabinet ministériel est une équipe personnelle qui accompagne le ministre dans l'exécution de ses tâches. Et nous osons croire que nous allons mettre en exergue nos compétences par rapport à la charge qui seront assimilées par rapport à notre responsabilité, tout en se référant à notre article 10 du statut du parti, qui est un canevas pour nous, qui est un canevas du système tshisekidiste. Voilà mon ambition que je parle, que j'ai eu à déposer et que je demande personnellement au secrétaire général du parti, qui suit Liberté Plus, de soutenir mon ambition, au président national de l'UDPS, le président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS, le président Amisu Makutalo, de soutenir mon ambition, et à mon président fédéral, Boni Kalonga, de soutenir mon ambition, parce que nous voulons aussi donner notre touche pour la bonne marche de nos ministères cette fois-ci dans le deuxième mandat. Bonne chance. Hein? Merci beaucoup. Et certes, j'étais candidat aux élections législatives provinciales à Matete, dont je salue mes électeurs en passant. Ils ont démontré leur capacité, leur bon choix qu'ils ont eu à porter sur ma personne. Et même si aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une condition, comme certains me le disent en ce moment, que nous sommes dans une situation où, comme dans une salle de classe où le premier de la classe est très cher, on ne sait pas, nous les élèves intelligents, que devons-nous faire? Et la réponse que je vais vous donner par rapport à cette situation, que dans la vie, la constance et la stabilité d'une personne réside dans l'accrochage à la vérité au nom à la réalité. Parce que la réalité change et la vérité demeure. Et on reconnaît la valeur de la lumière lorsqu'il fait noir. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous terminons complètement cette émission. Mesdames et messieurs, on se retrouve à la prochaine. Merci. Merci.